Oui, merci, je vais être très court. Et c'est très loin d'être exhaustif, pardon. Le groupe de travail sera là pour ça. Et donc, toutes les idées sont bienvenues. Et toute intervention, vous pouvez me contacter directement maintenant, après lors du cocktail, pour dire si vous souhaitez faire une intervention. Mais ce serait très bien qu'on puisse être plusieurs à coordonner la journée du 15 février. Alors venez aussi le 15 février, c'est pas cher et vous serez bien accueillis. Chacun vend son groupe. Non, et alors moi aussi je voulais insister que les institutions principales, bon, on les connaît tous, soient là les 3 jours, hein, parce qu'il y a quand même, c'est pas exclu de choisir qu'un groupe, c'est mieux d'aller dans les 3. Alors, au niveau organisation, institution, quelles organisations seraient à inclure dans la planification et la programmation? Au niveau national, gouvernemental, bailleurs de fonds, les ONG, j'ai dressé une petite liste. Elle est très loin d'être exhaustive. J'oublie certainement des gens. Les bailleurs de fonds, on a encore appris, enfin moi j'ai appris qu'il y en avait d'autres encore durant ce séminaire. Donc on est très loin d'avoir tout le monde avec soi. Voilà des institutions, il n'y a aucun ordre hiérarchique pour le moment, il faudra voir comment on va faire ça, et j'insiste aussi qu'il peut y en avoir d'autres, ceci n'est qu'un aperçu, mais vous voyez déjà la complexité, il y a quand même déjà pas mal d'acteurs. Hein. Alors au niveau administration, pour la mise en place, donc ceci c'est les organismes qui sont chargés de la planification et des programmes annuels ou quinquennaux ou triennaux qui vont être mis en place. Ensuite, il y a toute la structure à mettre en place pour exécuter et vraiment implanter le PNAR. Et là, au niveau, à différents niveaux, administration, coordination nationale ou locale, la recherche, la formation, la sensibilisation, la communication, l'exécution, le contrôle. Là, c'est encore plus d'acteurs. Tous les premiers y sont pratiquement, mais il y a aussi bien sûr tout ce qui est représenté au niveau local. Et là, bien sûr, il faut les inclure et surtout ne pas oublier aussi, il y a tout l'aspect public, mais bien sûr, dans ces technologies, il y a tout l'aspect privé derrière qu'il ne faut certainement pas oublier. J'ai vu des cartes en suggestion qui disaient inclure, s'il vous plaît, le secteur privé, enfin, surtout ne pas l'oublier. Et c'est vrai que dans ces technologies, on veut diffuser au maximum, donc il ne faut pas hésiter d'inclure des privés, il n'y a pas de secret à ça, au contraire. Alors bon, il faudra articuler toutes ces tâches, donc ce sera aussi une tâche du groupe de travail, dire qui va prendre, qui reçoit la responsabilité principale, comment il faut répartir les tâches et les compétences, une politique commune qu'il faut définir, créer de nouvelles filières, de bureaux d'études, des entreprises, des associations. Est-ce qu'il faut vraiment créer du nouveau ou est-ce qu'il faut partir de l'existant qui est déjà complexe? Est-ce qu'il faut encore le complexifier ou comme on a entendu tout à l'heure avec des coopérations qui passent toutes, par exemple, par l'AFD, par un seul organisme pour avoir plus de facilité, on l'a entendu, pourquoi pas? Je ne dis pas qu'il faut l'AFD ici, hein, mais pourquoi pas à la limite, mais s'il y avait un coordinateur national, c'est peut-être plus simple. Quand, sur quelle période, on va faire ça, avec quel budget, quel programme, pas oublier le partenariat public-privé, les partenariats intra- et interinstitutionnels qu'on oublie souvent que dans parfois la même institution on ne se connaît pas et on ne travaille pas trop bien ensemble parfois, et donc il y a des renforcements à prévoir là-dedans, et alors prévoir des organisations non gouvernementales. Au niveau ici, c'est un terme, on a appris énormément de choses cet après-midi, enfin, pour ma part en tout cas, toute la complexité du renforcement des capacités. Donc là, il y a tout un monde à découvrir, et donc il y a heureusement des gens spécialistes qui sont là, qui viennent de Suisse, d'Allemagne ou de Suède, qui ont déjà travaillé sur ça, mais aussi, bien sûr, au Maroc. Il y a tous des instituts, tous des sociétés, il y a l'INDH qui est sur le terrain, des comités locaux qui savent comment faire de la formation. Il y a l'OFPPT, il y a les micro-entreprises qui travaillent avec l'ONE. Il y a tout ça qu'il faut mettre en mouvement et pourquoi pas les utiliser ou en tout cas les promouvoir dans tout ce qui est formation. Donc il y a des formations au niveau technique. Au niveau universitaire, je voudrais signifier
ici, par ce petit mot, qu'au niveau universitaire, il y a maintenant des comités qui se créent, donc je ne sais pas si ça s'appelle vraiment un comité, mais les universités créent des groupes de travail communs actuellement, et par exemple reçoivent des formations en commun. Donc moi j'ai pu leur donner des cours sur le biogaz par exemple, ils ont d'autres cours, donc les chercheurs se mettent ensemble de toutes les universités au Maroc, et c'est un groupe qui peut être mobilisé pour d'autres choses. Donc n'hésitez pas de ce côté-là. Il y a la vulgarisation bien sûr à refaire, mais après aussi, quand les programmes sont implantés, il faut pouvoir les évaluer et avoir un retour d'expérience. Il faut bien sûr aussi ne pas oublier la sensibilisation et l'éducation, dans les programmes scolaires, de santé, les actions de sensibilisation tout public. Dans les mesures d'accompagnement, il y a tout. Il y a aussi, comme je disais, la recherche avec l'analyse des résultats, des tests, des essais, des démonstrations pilotes. Et il faut, pourquoi pas, mettre de l'argent au début dans des pilotes où tout le monde peut participer, peut visiter, tirer le bilan, parce qu'il nous faut faire des démonstrations, il nous faut des choses qu'on puisse tester et montrer aux gens. Donc, bienvenue à tout le monde, comme ça s'est fait à Dayet Ifra, où beaucoup de gens d'institutions sont venus et on peut participer. Pourquoi pas reproduire ça encore et à plus grande échelle. Au niveau des réglementations, là je ne l'ai pas mis au début parce que je suis un peu allergique au règlement. Je suis plus à proposer des incitations plutôt que des règlements. On sait, les normes sont là pour être souvent détournées. Il y a des normes qui sont mises en place qui ne sont jamais respectées, manque de budget, des problèmes trop flagrants. On connaît par exemple les normes qui sont mises sur les émissions par les pots d'échappement, qui n'a jamais été mise en place depuis 1995, parce qu'elle est irréaliste pour le moment, elle est jugée telle qu'elle. Et donc, plutôt donner des autorisations, faire des listes positives de technologies plutôt que d'interdire des choses. Et c'est comme ça que ça va avancer. Si les lois et les décrets sont là pour arrêter les choses, on ne va pas avancer beaucoup. Le mieux, c'est peut-être dire, il y a une liste positive de choses reconnues, on avance là-dedans. Et alors, on peut développer, là c'est très important, des standards, des guides pour l'assainissement, les techniques et la réutilisation. Donc, le 15 février, on va recueillir les idées et les expériences. On va compiler, faire une première synthèse des éléments en vue d'enrichir le PNAR en cours d'élaboration. On peut présenter des exemples, mais prière d'intervenir avec une intervention structurée, un PowerPoint ou quelque chose, par différentes institutions. Donc j'invite les plus grands, en tout cas, à exposer. Et tous ceux qui ont des idées seront bienvenus. On va essayer de limiter ça sur la matinée, l'après-midi, à voir les débats. Vous voyez que c'est énorme. En une journée, on n'y arrivera pas. Mais ce sont déjà des éléments qu'on voudrait transmettre à l'équipe, en tout cas qui est chargée de rédiger le PNAR. Et donc, je passe la parole à Madame Werner qui peut faire un peu plus une synthèse là-dessus.